Radioscopie. Radioscopie. Yul Brynner. Jacques Chancel. Yul Brynner, vous avez dit un jour, 95% de ma vie sont publics. Permettez-moi de me réserver les 5% qui restent. Cela prouve que vous avez réussi à bien ordonner votre jardin secret. Ainsi, vous avez le bonheur de mieux aller à l'essentiel. Mais je me demande si vous vous êtes délivré de vous-même. Oh, je crois qu'on ne se délivre jamais de soi-même. Je crois qu'il y a une paix à faire entre l'artiste et le piéton dans lequel l'artiste doit habiter. C'est-à-dire, je décrivais toujours l'artiste comme le volant, n'est-ce pas? C'est l'homme qui vole, c'est l'homme sur le trapèze. Mais quand il descend, il faut qu'il mette ses souliers et qu'il marche dans la rue comme tout le monde. Alors, il faut faire la paix entre les deux. Et moi, pour le moment, je ne vois aucun conflit. Peut-être que plus tard dans ma vie, il apparaîtra. Je l'avais certainement quand j'étais plus jeune. Ça, je vous garantis. C'est pour ça que je suis très content d'avoir atteint la maturité que j'ai atteint et l'âge où je peux faire cette paix. On se fait une idée exacte de Yul Brynner? Ah, je ne sais pas du tout. Vous savez ce que les gens pensent de vous? Pas vraiment, de temps en temps. Oh, je crois que ça change tout le temps. Vous savez, ça change tellement d'un film à l'autre. Parce que les gens sont très influencés par les personnages qu'ils voient sur un écran, dans le noir, en très grand, en parfois terriblement près, terriblement intime, et parfois terriblement effrayant, et parfois terriblement gentil. Lorsque vous vous regardez, vous vous reconnaissez? Moi, je me reconnais très bien parce que je me vois très peu. C'est-à-dire, pour me raser, par exemple, je lis le journal. C'est le contraire de ce que tout le monde dit de moi, que j'ai 2 coiffeurs et tout ça pour me raser la tête. Nonsense, absolument pas vrai. je lis le Herald Tribune et les journaux français le matin, et je me rase avec un rasoir électrique, et le crâne, c'est ce qu'il y a de plus facile. Tout ce que j'essaie d'éviter, c'est mes sourcils. Le reste, je rase. Vous avez parlé à l'instant, Yul Brynner, de votre maturité. C'est une maturité, la maturité d'un homme de 54 ans. Mais il y a toute une enfance, toute une jeunesse. Lorsque, par exemple, vous essayez de raviver les souvenirs d'une mémoire, votre mémoire vous raconte quoi? Elle vous montre quelle plaine? Elle vous montre quels gens? Oh, il y avait seulement des hommes dans ma vie, en réalité, quand j'étais enfant. C'était des gens qui se sont occupés de moi. C'était un garde-corps, un cuisinier qui était très bon, qui était très gentil pour moi. J'étais un enfant tout à fait seul. Ce qui n'est pas du tout un désavantage, et je ne me plains pas du tout. Je trouve que j'avais certains avantages de ne pas avoir de famille autour de moi. Comme ça, je n'ai pas hérité des problèmes qu'eux, ils auraient pu avoir. Et je crois que ça a simplifié les choses. Vous venez d'où? Je viens de l'Extrême-Orient. Je suis né de père moitié suisse, Brynner étant suisse, moitié mongol, et d'une mère tzigane, Romanie de Bessarabie. Et je suis né à l'île nord du Japon, tout à fait au nord de ça, il y a une île qui s'appelle Sakhalin, et c'est là que je suis né. J'ai passé mon enfance à Pékin, on m'a envoyé à l'école, parce que c'était une école qui appartenait à des Suisses, à l'école du Montcel, près de Paris. Et c'est ma mère adoptive qui m'a aidé à sortir de l'école et qui a, en somme, rendu la chose possible, c'est que je puisse commencer à travailler, tout simplement. Et alors j'ai commencé à travailler d'abord avec les tziganes, jouant des guitares. J'étais un bon guitariste. Un bon chanteur? Non, je ne pouvais pas chanter encore. Pourtant, avec cette voix. Ah, mais j'avais 12 ans. Oui, mais enfin. Vous savez, à 12 ans, la voix n'est pas assez formée, et puis j'étais très intimidé par le chant. Moi, je comptais sur l'instrument, surtout. C'est seulement plus tard que j'ai commencé à jouer l'instrument le plus compliqué qui est moi-même. Je me suis toujours amusé à travailler. Alors, comment se fait-il que vous soyez un personnage tout de même à part dans cet univers du spectacle, du cinéma, du théâtre? Il y a une légende, Yul Brynner. Non, c'est tout simplement... Et pourtant, vous ne l'entretenez pas, cette légende.
Non, pas du tout. Je l'ai entretenu dans un sens, peut-être sans le savoir quand j'étais jeune, parce que je ne voulais pas qu'on se mêle de ma vie privée. Alors je ne disais rien sur mes origines. Alors je ne les disais autres pas inventaient. que j'étais seul quand j'étais enfant, que j'ai rencontré mon père quand j'avais 20 ans. Je ne disais pas ces choses-là. Alors, les gens racontaient, oh, ils se faisaient une illusion, n'est-ce pas? Ils se faisaient une idée qu'ils savaient d'où je venais. Alors, ils disaient n'importe quoi. Ils disaient, oh, moi j'ai l'impression qu'il était né en Russie. Enfin, il parle le russe couramment. Et puis, il est moitié français parce qu'il parle le français couramment. Ah, peut-être qu'il est un peu chinois. Oui, il parle le chinois couramment. Alors, on venait me demander, est-ce que c'est vrai que c'est comme ça? Je dis, qui a dit ça? Un tel. Je dis, je peux pas dire qu'il a menti. Alors, Et c'est tout. j'ai reçu 3 coups de fil dans la matinée. Le premier disait que vous étiez né à Sakhalin, au Japon. Le deuxième à Shanghai. Et le troisième à Varsovie. Et c'est à Varsovie qu'il avait bien connu votre père. Eh bien, si Mais c'était il y a 10 ans... des gens gentils. Si c'était il y a 10 ans, je vous ai répondu, ils ont tous les trois absolument raison. C'est là que je suis né. C'est-à-dire, il faut laisser un peu de légende à ceux qui sont là pour Enfin, faire c'est ce que l'avoir. je faisais dans le temps. Je dois dire que maintenant, je ne défends pas aussi farouchement ma vie privée. Et je raconte tout simplement une histoire que tout le monde connaît maintenant. Et elle est toute simple, et voilà. Yul Brynner, quelle a été votre première émotion? Ça a été une musique, ça a été un livre, un tableau? C'était certainement une musique, oui. C'était une musique et un Tzigane. arbre. Oui, la musique tzigane, oui. J'étais très, très touché, très ému. Il y a des choses dans la musique tzigane qui me touchent toujours profondément. Il y a des choses que je ne peux pas entendre sans avoir presque un sanglot m'étouffer légèrement, comme ça, quelque part à l'intérieur de moi. Vous êtes zigane, dans Je l'âme. suis très tzigane, certainement. Très tzigane. Très errant aussi? Très errant dans un sens, mais en somme très errant, mais toujours travaillant, sans arrêt. Mais à quel âge avez-vous su ce que vous seriez? Oh, j'ai toujours su ce que je serais, je crois. C'était Plutôt que fixé. j'étais conscient de moi-même. Ce que je serais, vous voulez dire, en tant qu'être humain. Oui, bien sûr. Parce que l'être humain a plus d'importance que l'être spectacle. Je savais ce que j'étais, mais je ne savais pas du tout comment ouvrir ma bouche et comment dire, comment communiquer. Je n'avais pas d'amis. C'était très difficile. Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'avais à peine 2 ou 3 amis que j'ai eu, c'est tout. Parce que j'étais très sauvage, j'étais très renfermé. C'était de l'orgueil? Non. C'était de la timidité. C'était aussi une espèce de férocité. Quelle est la première langue que vous avez parlé? La première langue, c'était le romani, c'était le tzigane. C'était ma mère maternelle qui m'a appris la langue. Après ça, j'ai parlé le mongol, parce que elle m'a entouré de domestiques mongols, étant donné que j'avais une grand-mère paternelle qui était mongole. Et après ça, évidemment, le chinois. D'abord le mandarin, plus tard le chinois de Shanghai, plus tard celui de Canton, qui sont 3 langues très différentes. Elles sont aussi différentes que le français, de l'espagnol ou de l'italien. Et le français est venu à quel âge alors? Oh, le français, c'était ma 8e, 9e langue. Non, 10e langue. Vous y retrouvez dans toutes 9e ces langue. Je vous langues? demande pardon, 9e langue, c'était le français, et puis la 10e langue, c'était le russe que j'ai appris ici, d'acteurs russes qui ont été très très bons pour moi à Paris. Et je le parle toujours, je l'entretiens en lisant un grand livre par an au moins. Je suis en train de lire tout Solzhenitsyn en russe à présent. Ce qui est passionnant. Et puis alors après ça, j'ai appris l'anglais, c'était ma dernière langue. Et la plus difficile, je crois. Vous allez encore apprendre une autre langue maintenant? Ou bien la boucle est terminée? Je voudrais apprendre le vietnamien un peu. Oui, mais parce que vous avez adopté une petite vietnamienne. Oui, et alors je sais que quand elle aura 5 ans, je voudrais qu'elle apprenne un peu de vietnamien, qu'elle se replonge un peu dans sa culture, parce que avec son visage, il n'y a pas de doute d'où elle est. Elle est ravissante, elle est très belle, elle est comme un abricot ensoleillé, elle est merveilleuse. Enfin, c'est le spectacle qui vous a fait aller à la rencontre des hommes. Si vous vous étiez écouté, vous auriez été un moine, un missionnaire ou quelqu'un en tout cas qui était là pour faire du bien. Ah oui, c'est certainement le spectacle qui m'a fait sortir de moi-même, mais c'est surtout la mise en scène, je crois. Je suis devenu metteur en scène d'abord, avant de devenir acteur. Et ça m'a beaucoup sorti de moi-même. C'est de faire
ressortir des rôles que je voyais dans les acteurs qui m'entouraient. Alors il fallait que je communique, il fallait que je comprenne leurs problèmes. On est un peu le psychiatre de la maison quand on est metteur en scène, que ce soit au cinéma, à la télévision ou au théâtre. On a des problèmes, des obstacles qu'on doit aider à surmonter à un acteur. Alors on est un peu ça en même temps que l'architecte de l'histoire qu'on va raconter. D'ailleurs, il est significatif que vous ayez commencé votre vie comme troubadour nocturne, enfin guitariste. Oui, mais tout de suite après, je suis allé complètement dans la pantomime. Sur le trapèze, je faisais un clown volant et très triste. L'homme a tout faire un peu dans votre jeunesse. J'ai fait de tout, oui. Mais c'est bon, c'est nécessaire. Ah, je crois que c'est très nécessaire, surtout dans notre métier. Je savais que je ne pouvais pas sortir du monde du spectacle. Il fallait que je reste là-dedans. Je ne savais pas comment vivre ailleurs. C'était pour moi un pays étranger de vivre en dehors du spectacle. Et là-dedans, il fallait, pour être chez soi, il fallait savoir comment réparer le frigo s'il est cassé, comment changer une ampoule, comment mettre un clou dans un mur pour prendre un tableau. Et j'ai appris à faire tout ce qu'on doit savoir faire dans le théâtre. Mais à qui devez-vous votre première chance? Oh, je crois que je dois énormément au Pitoyev, je dois énormément aux acteurs russes qui m'ont aidé ici. Au commencement, je dois énormément aux Tziganes, qui ont été très bons pour moi, très très bons, extraordinaires. Ils m'ont sauvé la vie. Et je dois énormément, évidemment, à Jean Cocteau, à Colette, qui ont été très bons pour moi aussi. Le roi et moi, vous lui devez rien? Ah, le roi et moi, c'est venu beaucoup plus tard. Oui, mais le quand roi même, et il vous a moi, installé. C'était une révolution. Je suis allé jouer le roi et moi quand je ne voulais pas quitter mon métier de metteur en scène, quand je ne voulais pas retourner à être acteur. J'ai été acteur très peu avant et j'étais épouvantable, mais épouvantable. Vous avez été mauvais. Mais je jouais des choses effrayantes, des personnages comme Armand Duval dans Camille. Enfin, c'est la Dame aux Camélias, c'est un monstre. J'ai joué des choses épouvantables et j'étais tellement mauvais que ça me donne des frissons maintenant quand j'y pense. Vous n'auriez pas dû tourner ces rôles-là? Oh non, j'aurais jamais dû faire rien de tout ça. Mais vous ne le j'ai regrettez joué pas. Le Roi et moi et uniquement j'ai quitté ma profession de metteur en scène dans laquelle j'étais très heureux pour aller jouer Le Roi et moi, tout simplement parce que j'ai lu un personnage que j'ai trouvé sublime. Je l'ai trouvé formidable. J'ai trouvé enfin une espèce de véhicule, si vous voulez, pour dire un tas de choses que moi je voulais dire à travers lui. De montrer tous les problèmes de l'homme qui veut vraiment être quelqu'un et qui veut être un père en même temps, et un mari, et un amant, et un savant, et qui est en somme un enfant à travers tout ça. On ne finit pas par jouer tous un rôle dans la vie? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que c'est trop triste, l'idée de Deviens jouer qui un tu es, rôle c'est- toujours. ouais. C'est vraiment trop triste. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout sûr que c'est vivable. On finit par vouloir se tuer, et beaucoup d'acteurs essaient de se tuer en mettant leur tête dans une bouteille, essayant de détruire justement le piéton que Oui. l'artiste doit habiter. Ils veulent se débarrasser. Il faut pas, il faut faire la paix. Il faut être amis. Vous êtes en paix avec vous-même, Yul Brynner. Je suis en paix avec le piéton, et le piéton aime bien l'artiste, je crois. Mais le piéton peut aller On dans la s'entend Lune. bien maintenant. Maintenant, on s'entend bien. On n'a plus de problème entre nous. Mais le piéton peut aller dans la Lune, il a le droit de rêver. Oh, bien sûr, mais il peut aller grâce à l'artiste. Et vous avez joué quelques rôles de jeunes premiers, pourtant vous n'aimiez pas du tout les amoureux. Alors, Oh, j'étais affreux. Comme amoureux. Non, dans le cinéma, j'ai joué toujours des salauds avec un cœur d'or. Un peu. C'était la formule que Bogart avait. Tu sais, il me disait, c'est très simple. Bon, tu n'as qu'à trouver une formule. C'est quand j'étais encore metteur en scène. Tu deviens un acteur et tu joues tous les salauds avec un cœur d'or. Tu seras toujours gagnant. Oui, parce que les rôles d'amoureux sont toujours un peu falots. Non, mais j'ai joué des rôles d'amour, par exemple, avec Ingrid Bergman dans Anastasia, où je l'engueule comme du poisson pourri. Voilà mon idée d'une vraie scène d'amour, parce qu'en réalité, c'est une déclaration d'amour que je fais.
Quelle idée vous faites-vous des femmes, Yul Brynner? Ah, moi, C'est une passion d'abord. Oui, évidemment. Mais Ça coule de source. comme tout le monde. Comme tout le monde, c'est une passion. Non, j'ai appris parfois par Cecil B. DeMille. Il m'a dit une chose que j'ai beaucoup aimée, parce que je demandais quel était le principe de son attitude envers les femmes. Sa façon de se conduire avec les femmes, qui était toujours très très belle à voir. Il était très merveilleux avec les femmes, plein de charme. Il m'a dit, écoute, tu mets une femme toujours sur un pédestal, et puis tu la regardes d'en haut avec beaucoup de tendresse. Et c'est vrai. Mais vous vous méfiez un peu de leur force, car elles sont fortes. Ah non, pas du tout, je ne me méfie pas du tout, je compte sur leur force. Et je l'exploite avec joie. Voilà une bonne réponse, Yul Brynner. Ah oui. Vous avez besoin, vous, de travailler, envie de travailler. Je ne sais pas comment ne pas travailler, j'ai toujours travaillé. Moi, je travaille avec joie. Qu'est-ce que je ferais si je ne travaillais pas? C'est une joie de travailler, Ce n'est pas un combat. Oh, pas du tout. C'est vrai, vous êtes en paix avec vous-même. Non, non, je suis arrivé au point où ce n'est plus un combat. Tout d'un coup, je n'ai plus besoin de grimper les murs parce que je vais commencer à jouer quelque chose. J'ai passé par de très très mauvais moments dans ce sens. C'est-à-dire que j'ai toujours souffert du trac, je souffrais toujours du trac. Encore maintenant? Mais pas au cinéma. Non? Pas avec vous, pas ici, pas avec le public. Le public maintenant est un ami, c'est une chose très amicale. Mais il vous a fait peur pendant un moment. Mais je crois que si je retournais au théâtre, la même chose arriverait, c'est-à-dire que à la demi-heure, quand on appelait la demi-heure dans les coulisses, et j'entendais le public commencer à entrer, j'étais dans ma loge avant de jouer le roi. Pendant 4 ans, j'étais malade, mais malade. Malade parce que c'était moi. C'était moi, pas le roi. Parce qu'une fois que j'étais sur la scène, le rideau était levé, j'entrais, je n'avais plus peur de rien. Parce que c'était le roi, et lui, il n'avait aucune raison d'avoir peur de ce public. Vous étiez habillé? Ah, j'étais toujours maquillé, habillé, complètement prêt, parce que très souvent, je vomissais à la demi-heure. J'étais malade à un tel point. Et je connais un grand nombre d'acteurs qui font ça. Vous le savez, Yul Brynner, le talent est la chose la plus rare. Vous devez aimer le talent. Oui. Et vous êtes de ceux qui maintenant le reconnaissent. Vous dites exactement ce que moi je dis toujours. C'est la chose la plus rare, c'est le talent. Tout le reste peut être remplacé par d'autres moyens. Oui. Mais le talent, ça ne se remplace pas. Et ça ne se trouve pas. Les dons, il faut les avoir aussi. Mais le talent, c'est un don? Non, c'est une chose... impalpable. C'est une si vous voulez, c'est comme une chose qui pousse à l'intérieur et qui produit des fruits qui viennent du subconscient. Or, le subconscient, je crois, de tout être humain est extrêmement riche à nous tous. C'est à quel point, par la porte de l'imagination, est-ce qu'on peut faire ressortir toutes ces richesses qu'il y a dans le subconscient et les former plus tard, d'une façon très savante et très éduquée, en forme artistique. Est-ce que vous avez l'impression, Yul Brynner, d'avoir accompli votre vie? Non. Il y a tout un avenir pour vous. J'ai énormément à faire. Que je veux faire plutôt, c'est-à-dire que je ne le dois à personne et personne n'attend de moi des miracles à venir et tout ça. Non, j'ai tout simplement, pour moi, j'ai énormément à faire et je crois que seulement quand je serai enterré sur la tombe, on écrira « Maintenant, j'ai accompli tout ce que j'avais à faire ». Vous avez le goût de la discrétion, on peut penser que vous êtes devenu vedette malgré vous. Mais qu'après, vous avez endossé votre personnalité. Non, je crois que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir travaillé comme metteur en scène, parce que ça m'a donné une espèce de distance de moi-même, et que les vanités, qui sont une chose très très dangereuse, la vanité est très très négative, ça ne m'a pas étouffé du tout. Et j'ai pu faire la paix avec le succès plus facilement, parce que le succès est une chose très difficile, je crois. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Je ne sais pas vraiment comment... Je ne suis pas un savant de tout ça. J'improvise maintenant des réponses à vos questions, tout simplement
comme elle passe par moi, comme si ça venait d'ailleurs, ça traversait ma tête, ça allait vers vous. Mais je pense que vous auriez été plus facilement un mécène qu'un acteur. Vous étiez fait pour les autres. Et on s'est occupé de vous. Mais je crois que l'acteur doit travailler pour les autres, c'est-à-dire que nous avons tout de même, on doit avoir tout de même un but quand on joue, disons comme j'ai joué Le Roi et moi pendant 4 ans, 8 spectacles par semaine, 8 jours de vacances par an, il faut tout de même avoir une raison plus importante que le fric qu'on gagne. Alors, on m'a demandé ça une fois et j'ai réfléchi pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années sur ce sujet. J'ai découvert que, en somme, je voulais seulement une chose. Si parmi les 2000 personnes qui étaient dans le public, il y avait une personne qui pouvait, à cause de ce spectacle, tout d'un coup rentrer chez lui avec des horizons de sa vie un peu élargis, alors j'aurais accompli ce que je voulais accomplir. S'il pouvait rentrer et embrasser sa femme différemment, regarder dans ses yeux avec un peu plus d'attention, pour voir un peu plus profondément ce qu'elle est vraiment pour lui. Je crois que c'est une chose merveilleuse de pouvoir faire ça. Même si c'est juste à une personne entre 2000. Vous me disiez, Höllenbrenner, que vous étiez en paix avec vous-même, mais votre famille est en paix avec vous? Je veux dire, elle est contente de ce que vous avez réalisé. Ah ben ça, il faut demander ça. Il faudra faire un programme, faire venir mes enfants, ma femme, et poser ces questions. Je crois qu'ils m'aiment, je crois qu'ils sont avec moi parce qu'ils m'aiment. C'est-à-dire, ils ne sont pas forcés d'être avec moi. Vous avez fait une bonne place dans votre vie. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie privée. Et un petit tunnel, mais très léger, entre les deux. Oui. Ça va. Toujours aussi collectionneur qu'autrefois, il y avait les timbres-poste. Oui, ça, évidemment, les timbres-poste, j'ai vendu pour pouvoir m'acheter des tableaux. Ah bon, une autre collection. C'était une autre collection. Mais des vrais. Oui, parce que les timbres, c'était parce que je pensais, je voulais bouger tout le temps. J'avais peur d'acheter des tableaux que ça allait m'attacher trop à 4 murs. Enfin, je voulais pas les 4 murs, je voulais que tout bouge tout le temps. Et plus tard, quand j'ai voulu les 4 murs, alors j'ai voulu mettre des tableaux dessus, j'ai vendu les timbres, j'ai acheté des tableaux. On peut s'étonner d'ailleurs, Höllenbrenner, que vous soyez entre 4 murs, justement à cause de l'errance et des tziganes et de vous-même au départ. Or, vous êtes en Normandie, bien installé. Alors, auriez-vous changé? On change à un certain moment de la vie. Je crois que ma maison en Normandie certainement m'a changé. C'est la première fois que quelque chose d'extérieur, comme un décor extérieur, a contribué à ma vie. Parce qu'avant, ça ne comptait pas. Ce qui a contribué à ma vie aussi, c'est Paris. Par exemple, de marcher dans les rues de Paris, d'avoir ce décor fabuleux autour de moi, je sais, a eu une grande influence sur ma vie. C'est pour ça que c'est, en somme, quand on me demande quel est le vrai chez toi, le vrai chez moi, c'est Paris, évidemment. Maintenant, c'est la Normandie, parce que je suis arrivé à un âge où, tout d'un coup, je suis prêt à entrer dans une maison et m'asseoir. Le temps de la sérénité? Oh, sérénité. Pas de la sagesse. Même pas vraiment de la sérénité. Je crois que c'est le commencement de la récolte, si vous voulez. C'est le temps de récolte dans la vie dans laquelle on arrive. Il faut maintenant cueillir un peu de ce qu'on a semé. On m'a dit que vous aviez des pigeons en ce moment, des pigeons voyageurs. J'ai des pigeons, j'ai des canards sauvages. Mais c'est pour porter les messages, très beaux. Non. Ce sont des acrobates. Ce sont des hauts-volants culbutants qui montent en saison jusqu'à 3000 mètres d'altitude et culbutent et qui font des sauts périlleux extraordinaires, qui se renversent complètement, parfois 15-17 fois de suite. C'est très beau à voir. Ce sont ce qu'on appelle des rouleurs orientales. De très très beaux pigeons, mais qui est surtout acrobatique. Il n'est pas du tout fait pour la... Ils sont dressés, là. Ils sont dressés par instinct, si vous voulez. Ils font ça pour se défendre. Et en même temps, ils le font avec une grande joie, comme nous faisions le travail sur le trapèze avec une grande joie. C'est une grande joie de voler. Oui, justement, dans ces pigeons, vous avez retrouvé le trapéziste. Ah, ils le font pour moi maintenant. Moi, je m'assieds, je regarde comment ils le font. Tout ce que vous faites, Höllenbrenner, vous le faites à fond. Vous avez été à fond photographe, même dans une agence, c'est l'une des plus grandes agences du monde, l'agence Magnum. Oui. Vous y êtes encore? Oh, je suis très flemmard comme photographe. Non, je veux maintenant faire une chose très très complète sur
ma petite fille, parce qu'elle est toute petite et elle est merveilleuse à photographier. Et je vais faire une chose, je vais faire peut-être un livre très très simple sur l'endroit où je vis, c'est-à-dire, disons, le pays d'Auge. Je voudrais photographier, il y a des maisons, il y a des personnages extraordinaires. Je voudrais faire un livre un livre tout à fait naïf, tout simple. Alors, photo et écriture. Ou écriture, non. Non, non, absolument pas. Vous n'êtes pas je n'ai aucun talent pour écrire. Ça, c'est mon fils qui écrit. Moi, je n'écris pas. J'ai fait un livre pour les réfugiés sur les enfants, tout simplement parce que j'étais tellement bouleversé par l'idée qu'il y a des enfants qui sont nés et qui passent toute leur enfance dans des camps de réfugiés où il y a une pourriture morale terrible et que ça va créer une nouvelle race de gens totalement déformés. Ce qui est arrivé, d'ailleurs, beaucoup de la violence dans le monde aujourd'hui vient exactement de ces enfants-là. Ce livre, vous l'avez écrit d'ailleurs avec la femme d'un grand écrivain. Oui, mais alors nous avons... elle était photographe, elle a épousé Arthur Miller, le grand écrivain américain depuis. Elle était photographe au Magnum, et nous avons fait les photos du livre, puis nous avons fait la mise en page, et en un après-midi, dimanche, pendant que je tournais Les 7 mercenaires, j'ai dicté tout le livre sur une bande magnétique. C'est comme ça que le livre a été fait. Yul Brynner, vous êtes une vedette pour le cinéma de demain? Ou bien un jour vous vous arrêterez et vous ferez autre chose? Je ne sais pas du tout, je vais rester dans le métier jusqu'à la fin de mes jours, ça y a pas de Jusqu'au bout. Je vais pas prendre une retraite, mais c'est absolument faux. Nous ne faisons pas, c'est pas comme si j'étais un danseur extraordinaire et que je devais lever ma patte au-dessus de ma tête. J'ai pas besoin de faire ça. Tant que je peux le faire psychologiquement, c'est tout ce qu'il faut. Alors pourquoi une retraite? Je ne suis pas fatigué. Ce n'est pas fatigant ce que je fais. C'est une joie. Yul Brynner en parlait tout à l'heure de vos débuts comme chanteur. Ces débuts, vous les avez prolongés puisque à un certain moment, vous avez rencontré les Dimitrievitch, le fameux groupe russe. D'ailleurs, vous les connaissiez bien. Je les connaissais très bien. J'ai travaillé, j'ai passé beaucoup de temps de ma jeunesse avec eux. Ils ont été très très bons pour moi. Et d'ailleurs, Aloche, avec qui j'ai fait un disque. D'ailleurs, j'ai pas fait un disque. En somme, c'est une histoire curieuse. J'ai fait un disque pour mon fils, qui est venu me dire, il m'a dit, tu sais, il faudra que tu enregistres un peu cette musique pour moi, parce que vous chantez des chansons dans une langue qui n'a jamais été écrite, qui est le romani. Vous jouez les guitares comme des dingues, vous les pliez en deux, vous faites des quarts, des sixièmes de ton, donc on peut pas inscrire votre musique et les variations que vous faites dessus. Alors, il faudra que tu enregistres ça pour moi. Je me suis assis dans mon bureau, je me suis dit, bon, je vais faire ce disque, j'avais de quoi enregistrer, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais incapable de chanter une chanson pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire pour rien? Mais je suis trop putain, il faut me payer pour le faire. J'ai toujours été professionnel, j'ai fait la guitare et la chanson quand j'avais 12 ans, pour du fric, ou au moins pour une bouteille, ou un verre, une consommation, n'importe quoi. Un mot gentil. Alors j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mes agents aux États-Unis, et j'ai dit, écoutez, il faudra me faire, je vais faire un disque. Elle dit, bon, qu'est-ce que tu veux, qu'on t'envoie un Ampex ou un appareil quelconque pour enregistrer? Je dis, non, vous n'avez pas compris, je voudrais faire un disque qu'on va vendre, un contrat. Et c'est comme ça que j'ai fait les disques. Et alors j'ai trouvé Alyosha. Imaginez-vous mes commencements avec Alyosha, c'est quand j'avais 12 ans et lui, il avait 19 ans. Et 35 ans plus tard, nous sommes allés à Vienne pour enregistrer un disque ensemble pour que mon fils l'ait. Alors ce disque, enfin un extrait, une chanson de ce disque, nous allons l'écouter. Nous avons choisi Ne sois pas fâché, Yul Brynner. Говори, Алёша, еще раз мне расскажи. Эх ты раз. Czemu bissacha la noc i zdalaka celi?
L'ultimo una parola sono arrivata avanti, nel cielo scavi u pichice i golubkami varkovat. Ни серди, ах, не ревнуй, приласкай, поцелуй. Эх, не сердись ты, эх, не ревнуй, а приласкай, поцелуй. Ты чаров выпил, со мной бесконечный чаров. Ты выпила чаров соудаданов. Да донесись ко мне, о сердечном, в тебе остановах влюблена. Не сердись, эх, не ревнуй, приласкай, поцелуй. Эх, не сердись, эх, не ревнуй, приласкай, поцелуй. Бывают в жизни прегрешения, без них нельзя на свете жить, не ожидая прощения. И все, что было, позабыть. Не сердись, не сердись, не ревнуй, приласкай, поцелуй. Ну, говори, Алёша. Не сердись, эх, ты не сердись, эх, ты не ревнуй, приласкай, поцелуй. Yul Brynner, Alyosha Dmitrievitch, une chanson. C'est une chanson comme on ne chante pas dans les boîtes de nuit. C'était ça l'idée du disque. Je voulais que Rock sache comment ça se passe. C'est-à-dire, un homme chante et l'autre répond. C'est ce qu'Alosha fait là-dedans. Il me répond pendant que je chante. Et on joue tous les deux les guitares. Lorsque vos enfants écoutent cette chanson, car vous avez enregistré ce disque pour votre fils, mais j'imagine que votre fille doit l'écouter religieusement. Non, elle vient de me découvrir. Elle a 11 ans maintenant, Victoria. Et elle a découvert tout d'un coup ce disque. Tout d'un coup, je n'ai pas assez de copies parce qu'elle est... c'est comme des crêpes, ça s'en va. Parce qu'elle les joue 40, 50 fois de suite. Et puis, il dit, papa, ce disque ne vaut plus rien. Tu n'as pas un disque frais? Alors, c'est comme ça. Elle découvre son père. Elle découvre quelque chose de nouveau de moi. C'est l'image que vous vouliez donner de vous? Je ne sais pas. Elle se fait une image. Et vous savez, il y a des miracles entre les enfants et leurs parents. Il y a certainement des miracles entre le père et la fille. Toute la vie est faite de miracles d'intimité. Comme entre le fils et le père, il y a une férocité d'amour l'un pour l'autre. Mais c'est féroce, tandis que l'autre est très amoureux, en somme. J'ai parlé tout à l'heure du personnage, Yul Brynner, mais il y a également un physique, Yul Brynner. Le physique, vous savez, c'est Cecil B. DeMille, je crois, qui a dit ce qu'il y a de mieux là-dessus sur mon physique. Quand je tournais presque mon premier film, Les 10 Commandements avec lui, on est devenus très amis. Et un jour, il me regardait comme ça.
Elle dit, quelle drôle de carte. Elle dit, tu vois, tu vas être une vedette pendant très très longtemps. Je dis, pourquoi? Rien ne peut arriver à ton visage qui ne lui soit pas arrivé déjà. Ah, c'est très beau. C'est très joli. C'est pour ça que vous m'avez dit tout à l'heure, en somme, vous ne changez pas. Mais non, parce que j'ai déjà changé il y a 20 ans. C'est déjà fait. Marqué dès le départ. Mais oui, j'avais déjà tout de même vécu une très longue vie. Vous savez, je crois que ce n'est pas le nombre d'années qu'on vit, c'est le kilométrage qui compte. C'est tout ce qu'on a vécu. C'est l'épaisseur de la matière qu'on a vécue qui forme le physique aussi bien que l'intérieur. Vous avez voulu savoir une fois de quel siècle vous veniez? Oh, vous savez, je me demande très peu de choses sur moi-même. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Il y a des choses tellement passionnantes à étudier que, plutôt que de passer mon temps à me questionner moi-même, je vous assure, c'est peut-être intéressant pour quelqu'un à l'extérieur, mais pour moi, à l'intérieur de moi-même... Vous n'êtes pas curieux de vous? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je ne questionne pas. Oui. Je ne questionne pas. Je sais comment, à tâtons, arriver à vivre parfaitement bien. Et je sais que je suis un homme honnête et que je ne suis pas mauvais. C'est tout ce que je sais. Et ça, c'est suffisant. Et vous l'avez prouvé d'ailleurs, Yul Brynner, car comme vous êtes occupé des réfugiés, c'est une mission que vous vous étiez imposée. Je ne sais pas si c'est une mission, vraiment. Ça m'a fait énormément de bien. Justement, ça m'a beaucoup aidé à faire la paix dans ce domaine de la célébrité. La célébrité, le succès est une chose très très dangereuse, comme j'ai dit avant. Et j'ai passé par un temps quand le nom Yul Brynner écrit dans un journal me dégoûtait, parce qu'il y en avait trop. Ce qui arrive, c'est que tant que vous êtes au théâtre, ça va encore. Mais étant dans le cinéma, aux États-Unis, on reçoit beaucoup trop d'applaudissements pour ce qu'on a fait. Parce que c'est mis en millions de copies et que c'est distribué dans le monde, ça devient presque une monstruosité, en réalité. Ça dépasse. Alors, ça devient très difficile à avaler. Très difficile à avaler. Alors, en somme, ce travail que j'ai fait à l'ONU, je l'ai fait très, très simplement. Je me suis dit, voilà, si je prenais cet énorme excès d'attention que je reçois, et si je pouvais diriger une partie de cette attention vers un sujet beaucoup plus important et qui peut faire énormément de bien, alors je crois que je pourrais faire la paix avec Yul Brynner. Et je dois dire que le sujet que vous aviez choisi gênait tout le monde. Mais oui, les réfugiés. Et continuera à gêner, parce que vous savez, la violence, les enlèvements d'avions, de personnes, tout ça vient de là. Tout ça vient de gens qui ont vécu dans un désespoir total, sans respect pour leur propre vie, ni la vie de personne d'autre, qui n'appartiennent à rien, et qui ne pourront jamais appartenir à rien, parce que c'est une race à part. Moi, je crois qu'il faudrait comprendre une fois pour toutes qu'un camp de réfugiés, c'est un endroit de désespoir. C'est un endroit de désespoir, c'est un endroit, d'abord, où on n'a rien à faire. Et rien ne peut créer plus de désespoir que d'être dans un endroit sordide, se sentant que personne ne veut de vous, attendant de jour à jour et entendant tous les 8 jours, non, revenez dans 8 jours, vos papiers ne sont pas encore faits, non, vous n'êtes pas encore accepté, ce pays-là ne veut pas de vous, l'autre ne veut pas de vous. D'être quelqu'un que personne ne veut, et d'être sans occupation, tous les jours à attendre quelque chose, détruit un être humain complètement. Et puis, Yul Brynner, il y a également la condition de l'enfant né dans un camp de réfugiés. Eh bien, c'est justement pour ça que j'ai fait ce livre sur les enfants des réfugiés, parce que j'ai eu peur, justement, de cette nouvelle race que ça allait créer, qui est une chose très effrayante. Et je crois qu'une fois qu'on a connu ça, vous savez, on me demande, est-ce que tu travailles encore avec ces gens? Je travaillerai toujours avec ces gens. Quand on a besoin de moi, j'irai travailler là-bas, parce que on ne peut jamais tourner son dos à ce problème. Il existera toujours, c'est vrai pour toute la race humaine. C'est-à-dire que nous, comme membres de la race humaine, devons prendre une responsabilité dans ces orphelins, par exemple, qui envahissent le monde à présent. C'est plein d'orphelins dans le monde.
à cause des guerres, à cause des révolutions, à cause de toutes ces choses. Il faut s'en occuper, on ne peut pas les laisser. Je sais que à Vietnam, maintenant, il y a probablement plus de 550 000 orphelins. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On peut s'occuper, mais heureusement, les gouvernements sont conscients de ça. Je dois dire qu'il y avait des représentants, quand j'étais à Saigon, il y avait des représentants du Canada, des États-Unis. Il y avait une grande conférence qui se réunissait pour parler des problèmes, de ces problèmes et comment les résoudre, parce qu'ils sont conscients du fait qu'avant, dans les camps de réfugiés, la même chose est arrivée et que ça a mené à une violence absolument épouvantable. Alors tout cela, c'est la condition de l'être humain. Vous, dans cette circonstance, vous croyez à la justice? Je suis un homme de foi. Je ne suis pas un homme religieux, mais je suis un homme de foi. Je crois qu'il y a un équilibre. Je crois qu'il y a une raison pour tout. Et je crois que l'être humain, en même temps, a un seul devoir, c'est de faire tout ce qu'il peut faire. On ne demande pas de faire des miracles. Mais je crois que ce qu'on peut faire, il faut le faire. J'ai une réponse comme ça d'un garçon un jour qui m'a dit, mais ça ne mène à rien, pourquoi veux-tu que je fasse ça? Je ne suis qu'une goutte dans l'océan. Je dis, mais si chaque goutte n'était pas mouillée, il n'y aurait pas d'océan. Il faut le faire, il faut faire seulement ce que tu peux faire. Mais ça, il faut le faire sans faute. Vous vous êtes réveillé, car longtemps, la gloire avait caché les véritables qualités de l'homme que vous êtes. Oh, la gloire n'a rien caché du tout. Moi, j'étais exactement pareil. Avant la gloire. Vous savez, la gloire est une chose qui est tolérable seulement si on arrive à la gloire quand on essaie d'atteindre la lune. C'est-à-dire que moi, je cherchais comme artiste d'arriver à quelque chose que moi, je considérais vraiment pur et beau et valable. Et dans ce but, j'ai traversé une pièce qui s'appelait Le Roi et moi, qui m'a culbuté dans une espèce de célébrité assez étonnante mondiale. Bon, comme ça, c'est possible. Mais si j'avais commencé avec le but d'avoir un énorme succès, de devenir une grande célébrité, et si j'étais arrivé à cette célébrité, j'aurais vécu à partir de ce moment-là dans une peur épouvantable. Et j'ai vu beaucoup d'acteurs, beaucoup de grandes vedettes autour de moi, qui vivaient et qui vivent maintenant dans une peur épouvantable, parce que sur quoi est-ce qu'ils vont retomber? Si c'était ça le but de leur vie, et comme c'est une chose qu'il faut considérer comme passagère, elle doit être considérée et traitée comme passagère. Il faut continuer à faire le beau travail, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas essayer de maintenir la célébrité. Ça ne mène à rien. Alors ce sont des gens avec des cœurs brisés, avec des vies brisées, et qui n'ont pas eu de vie en réalité, une fois qu'ils ont eu la célébrité. Ils sont arrivés à leur tombe. Yul Brynner, il y a maintenant ce nouveau film, Monde d'Ouest, et vous retrouvez, vous prolongez quand même la vie, car c'est de la science-fiction, mais on se demande où s'arrête la science-fiction. C'est même pas de la science-fiction, mais... Il faut dire qu'il s'agit d'un village de vacances. Il faut raconter un peu. Oui. Un village de vacances. Les touristes viennent et peuvent retrouver des mondes à leur guise. Un monde du Moyen-Âge, un monde médiéval et un monde de western. C'est ça. Et les figurants sont des robots. C'est ça. Et alors là, évidemment, c'était une chose passionnante pour moi parce que on m'a demandé de jouer un robot qui accueille le touriste. Et qui accueille le touriste, c'est-à-dire à sa façon, c'est un tueur. Les touristes dans le monde de l'Ouest ont le droit de tuer quelqu'un s'il les provoque. Ils vivent la vie de l'Ouest. Mais on ne peut pas dire que c'est un film d'horreur, ni de science-fiction, c'est un film vraiment fantastique. Yul Brynner, nous arrivons presque au bout de cette émission. Je voudrais savoir si vous auriez voulu donner un autre sens à votre vie. Ou bien si ce que vous avez fait a été bien fait? Je ne vois pas tout de suite, non. Dans la prochaine vie, sûrement. Ah, dans celle-là... Vous croyez à une prochaine vie? Oh, certainement. Certainement. Et je crois encore à beaucoup de vies pour moi. C'est-à-dire, même si ça dure très peu de temps, j'ai encore beaucoup à vivre.
Quel est pour vous l'essentiel d'une existence? L'essentiel d'une existence d'homme ou de femme? De faire, d'aimer, de faire, de donner. Parce que rien n'est plus agréable que de donner. Le plus difficile, c'est de recevoir. Mais de donner, c'est ça la grande joie. J'encourage tout le monde à donner beaucoup parce que c'est vraiment la plus grande joie dans la vie. Que ce soit à vos proches ou à l'humanité en général, à vos frères humains. C'est ça qui est beau. J'ai pas trop parlé? Vous avez encore beaucoup à donner. Oh non, on pourrait rester 2 heures encore. Vous prendriez la guitare. Oui, on pourra tout faire. Je serais tenté de croire, Yul Brynner, que vous êtes l'homme de nulle part. Or, vous vous êtes installé. Oh, je ne suis pas du tout l'homme de nulle part. Je suis un homme, au contraire, avec des racines extrêmement mobiles, si vous voulez, mais de très grandes racines. Des racines très profondes et qui vont très très loin. C'est ça qui me permet de bouger sans être déraciné. C'est ça qui m'a permis de bouger autant que j'ai bougé dans ma toute jeune jeunesse, même dans ma deuxième jeunesse, si vous voulez. Je continue à bouger encore maintenant parce que j'ai des racines très étendues. Yul Brynner, vous avez dit à l'instant que vous aviez adopté une petite Vietnamienne. Cette fille qui est la vôtre maintenant, vous lui ferez connaître un jour son pays, vous saurez lui raconter. Je dois absolument lui faire connaître d'où elle vient. D'ailleurs, j'ai photographié l'endroit d'où elle vient. J'ai photographié l'orphelinat et les enfants par lesquels elle était entourée. La femme américaine qui était la nurse principale de cet orphelinat, qui l'a choisie comme une fille pour moi 2 mois avant. Il faut qu'elle sache tout, il faut qu'elle retrouve tout et qu'elle sache que nous sommes vraiment ses parents. Pas seulement parce que nous l'avons conçue, mais parce que nous avons choisi d'être ses parents.